Bonjour à toutes et à Oui, tous. oui. Alors, je vais demander aux participants de fermer leur micro, s'il vous plaît. Attends. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau Time to Talk spécial facturation électronique qui est proposé donc par la CPME Trade. Merci à chacun d'avoir pris le temps dans vos agendas respectifs pour répondre et participer à cet échange et répondre aux questions. Ces rendez-vous sont essentiels pour partager des bonnes pratiques et permettre des retours d'expérience, des solutions concrètes adaptées aux TPE et aux PME de notre territoire. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la CPME Trade, nous sommes la première organisation patronale qui est dédiée exclusivement aux TPE et PME du département. Et il y a un double rôle au sein de la CPME 13. D'abord, c'est représenter vos intérêts auprès des décideurs économiques et institutionnels, mais aussi vous accompagner au quotidien avec des services concrets, que ce soit des conseils, des formations, des mises en réseau et des dispositifs adaptés à vos besoins. Donc aujourd'hui, on aborde ensemble un sujet stratégique qui est pour toutes les entreprises, évidemment, anticiper la réforme et réussir cette transition vers la facturation électronique. Alors d'abord, pourquoi ce sujet est crucial? Eh bien évidemment, la facture électronique va devenir obligatoire pour toutes les entreprises. Forcément, ça représente un changement majeur et dans la gestion administrative et dans la gestion financière. Cette réforme concerne particulièrement les TPE et les PME qui sont souvent moins préparés au changement numérique qui sont imposés par le règlement du fait tout simplement d'éléments matériels. Et puis, effectivement, anticiper dès maintenant vous permettra non seulement d'être en conformité, ce qui est essentiel, mais aussi de transformer cette transition en véritable levier de performance et d'efficacité pour votre entreprise. Alors, pour nous éclairer sur ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Nicolas Ferrand, qui est président du CROEC-PACA, pour nous expliquer les obligations et concrètement les enjeux de la réforme. Nous avons aussi le plaisir d'avoir notre présidente de la CPME, Corinne Minesti, qui est aussi expert comptable et qui pourra détailler les étapes concrètes de la mise en œuvre. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Catherine Coubard, avocate et participante active à la commission juridique de la CPME 13 que je préside, pour partager ses points de vigilance légaux et réglementaires. Et nous avons la chance d'avoir aussi Éric Durini de la Banque populaire Méditerranée pour nous présenter les impacts financiers et les bonnes pratiques pour les entreprises. Donc, merci à tous pour votre présence et votre engagement. Et nous allons maintenant entrer donc dans le vif du sujet. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, donc nous avons un premier angle, il s'agit de comprendre la réforme et ses obligations. Donc, on va faire un petit tour de table sur ce sujet. Première question pour vous, qui êtes du coup présent du CROEC-PACA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce qu'est la facturation électronique et aujourd'hui et en quoi elle se distingue finalement d'une facture PDF classique telle qu'on la connaît? Alors en fait, c'est très simple. Le PDF, la facture PDF, en fait, c'est une facture dématérialisée, c'est-à-dire une facture papier comme ça, qui a été dématérialisée dans un format qui s'appelle PDF, qui est lisible par l'être humain, tout simplement. Mais c'est pas une facture électronique, en fait, au sens fiscal du terme. Parce que là, en fait, aujourd'hui, on parle de la facture électronique, de la réforme de la facture électronique, mais en fait, il faut se placer d'un point de vue fiscal. Et en fait, la facture électronique, c'est un ensemble en fait de données structurées dans un fichier informatique .xml qui va être lisible et exploitable automatiquement par les logiciels de gestion, les outils comptables et aussi l'administration fiscale. Et donc, elle doit être émise et transmise et reçue par des plateformes agréées par l'État. Très bien, je vous remercie. Et du coup, une deuxième petite question de précision. Pouvez-vous nous rappeler aussi le calendrier des obligations pour les TPE-PME? Alors, le calendrier, il est en deux phases. Il y a une première phase, c'est le 1er septembre 2026. Et ça, le 1er septembre 2026, j'insiste parce qu'elle concerne en fait toutes les entreprises. TPE, PME, très grandes entreprises, puisque le 1er septembre 2026, toutes les entreprises doivent être en capacité de recevoir des factures électroniques. Donc, c'est important d'anticiper et on est juste dans les temps, à mon avis. Et après, la deuxième phase, c'est le 1er septembre 2027, où là, toutes les entreprises devront être en capacité d'émettre des factures
au format électronique au sens fiscal du terme. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais donner maintenant la parole à Catherine Coubard, donc l'avocate de la commission juridique de la CPME Trade. Quelles sont les obligations légales qui sont associées au niveau reporting, invoicing, conservation des données, et quels sont les risques finalement en cas de non-conformité, Catherine? Bonjour à tous. Pour commencer, comme l'a précisé Nicolas, à partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA qui effectuent des opérations d'achat et de vente de biens et ou de prestation de services doivent être en capacité de recevoir des factures électroniques. Pratiquement, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Tout d'abord, en tant que chef d'entreprise, vos obligations, si je peux les résumer, ce serait 3 types d'obligations. La première obligation serait d'identifier vos obligations applicables en matière de facturation électronique. C'est-à-dire, il faut que vous puissiez savoir est-ce que vous êtes dans l'obligation d'émettre, transmettre et recevoir des factures au format électronique, ce qu'on appelle le e-invoicing. Ça veut dire vous devez le faire pour toutes les opérations d'achat ou de vente de biens et de prestation de services, pour toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA, mais attention, pour les entreprises également qui bénéficient du régime de la franchise de base de TVA. La deuxième obligation qu'il faudra identifier, c'est l'obligation en fait de transmission de certaines opérations réalisées entre les entreprises et les particuliers. C'est ce qu'on appelle le e-reporting. Dans ce cas, cette obligation, elle va s'appliquer aux entreprises assujetties à la TVA qui effectuent des ventes à des particuliers. C'est ce qu'on appelle le B2C, ou bien les entreprises qui réalisent des opérations à l'étranger. Concrètement, comment cela se manifeste? Imaginons, vous êtes une entreprise qui réalise des ventes à des professionnels assujettis à la TVA en France et parallèlement, vous effectuez également des opérations à des particuliers ou bien à des clients étrangers. Dans ce cas, vous êtes soumis à 2 obligations. L'obligation de e-invoicing vis-à-vis des professionnels établis en France et le e-reporting vis-à-vis des particuliers et de vos fournisseurs ou clients qui sont établis à l'étranger. La deuxième obligation qui va s'imposer à vous en tant que chef d'entreprise, c'est qu'une fois que vous avez identifié ces obligations, il faudra analyser comment ces factures vont circuler au sein de votre entreprise. C'est-à-dire, il faudra d'ores et déjà identifier les opérations qui seraient concernés soit par le e-invoicing et ou par le e-reporting. Il faudra naturellement adapter vos outils actuellement utilisés et bien sûr le processus interne de l'entreprise à la réforme. Et il faudra choisir une solution de transmission qui serait adaptée à votre entreprise. Et ça, c'est très important. Toutes ces obligations, on va dire, vont dépendre bien évidemment de la taille de votre entreprise, de ce que vous faites au sein de l'entreprise, de la nature de la clientèle que vous avez et du régime de la TVA. J'attire votre attention sur un élément qui est assez important, mais bon, pour l'instant, l'administration fiscale va être, on va dire, plus ou moins tolérante. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on met TVA non applicable en vertu de l'article 293B du Code général des impôts, à partir du 1er septembre 2026, cette expression devrait être remplacée par TVA non applicable selon l'article 223 et suivant du Code des impositions sur les biens et services, parce que c'est ce code qui, en fait, les règles de la TVA sont codifiées dans ce code désormais. Mais bon, l'administration fiscale, elle va être plus ou moins, on va dire, clémente là-dessus. Et dernière obligation qui s'impose aux entreprises, c'est qu'il faut absolument choisir une plateforme agréée. La liste des plateformes agréées, vous la trouvez sur le site de l'administration fiscale impôt.gouv.fr. Attention aux entreprises, je pense surtout aux cabinets d'avocats ou à d'autres entreprises qui sont soumises au secret professionnel. Il faudra absolument choisir une plateforme qui respecte le secret professionnel, de telle sorte que les données relatives à vos clients soient parfaitement protégées. Ça, c'est en gros les principales obligations qui s'imposent à vous.
Pour les risques en cas de non-conformité, c'est vrai que aujourd'hui, l'administration fiscale, dans le but d'inciter tout le monde à adhérer à la réforme de la facturation électronique, et de toute façon, on n'a pas trop le choix, il faut le faire. On a un certain nombre de sanctions qui concernent d'abord le manquement à l'obligation de facturation et qui concerne également le non-respect de l'obligation d'émettre une facturation électronique, une facture électronique. Les sanctions sont des sanctions pénales, mais aussi des sanctions financières. Elles vont dépendre de la nature de l'entreprise. S'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une société, bien évidemment, les sociétés sont sanctionnés plus lourdement que les entreprises. Sachez que l'administration fiscale, elle est dans l'obligation au début de vous mettre en demeure de vous conformer à la facturation électronique, à l'émission ou à la réception de facturation électronique. Si vous respectez dans un délai de 3 mois l'obligation, le litige, on va dire, entre guillemets, il est réglé. Sinon, on va passer à l'étape amende. Et puis, dans certains cas, il y a même une peine d'emprisonnement qui est prévue par la loi. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va écouter donc Corinne Nasty, en sa qualité d'expert comptable et présidente de la CPME. En quoi c'est important, finalement, pour les entreprises de ce passage? Alors, je vais plutôt parler en tant que président de la CPME parce que je pense que, même si effectivement je suis expert comptable, mais je pense que c'est au niveau de l'ordre que les questions seront posées, mais je vais y répondre bien évidemment, parce que, en fait, c'est important déjà parce que c'est obligatoire. On n'a pas le choix. Il faut que tout le monde ait bien compris, et Catherine l'a bien rappelé, c'est une obligation qui s'impose à partir du 1er septembre 2026 et qui va rendre donc ce schéma de transmission des factures tout à fait révolutionnaire pour nous. Alors, sachant que, je vais un peu rassurer, nos voisins immédiats qui sont l'Italie sont déjà depuis 2019 sous ce système. J'imagine, comme nous, on va le découvrir aussi ensemble, petit à petit, il y aura une mise au point, il y aura un apprentissage, mais ça se passe très bien. D'ailleurs, j'ai envie de dire aussi un deuxième aparté pour rassurer un peu tout le monde ici, parce que quand Catherine nous explique les sanctions, etc., bien évidemment que ça ne va pas se faire tout de suite, mais il y aura une formation, il y aura un temps de... Et dans un premier temps, c'est que la réception des factures, ce que tu as énoncé aussi, c'est plutôt à partir de l'année prochaine. Donc, on aura eu le temps de se former un petit peu à la gestion de la facturation électronique. Donc, au début, ça peut paraître comme une contrainte. C'est évident qu'à très court terme, et j'en ai conscience, pour beaucoup, c'est « allez, on a déjà suffisamment à faire, la pression administrative, elle est stressante au possible, et encore une nouvelle contrainte. » Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas le choix. Donc, y aller, ça veut dire qu'on verra après que c'est un levier. Je passe les consignes qui ont été faites d'aller donc effectivement chercher les meilleures plateformes, mais je dirais que par la suite, ça va quand même aider à avoir une meilleure traçabilité. Ça sera même pour nous, tous ceux qui cherchent les factures dans nos mails, etc. C'est fini là. On va se dire où je l'ai mis. Non, il y aura un seul endroit où on pourra retrouver ces factures. Elles seront intégrées dans les logiciels comptables relativement simplement. Donc, quelque part, c'est une modernisation qui va aider les entreprises. Et comme aujourd'hui, on constate aussi pour la paye, à l'époque, la DSN, moi je me rappelle avoir rempli un papier des DADS quand des années en arrière, tout ça c'est fini, on l'a derrière nous. Et bien c'est pareil. Donc, je vais rassurer tout le monde, le but c'était ça. C'est important, mais on va y arriver. Après, comment faire? Parce que beaucoup ne sont pas prêts, et c'est pour ça l'objet de ce webinaire, j'en ai bien conscience. Je voudrais rappeler deux choses. La première, comme tout à l'heure Catherine a parlé des personnes qui étaient concernées, on a dit assujetties à TVA, même en franchise en base. Je voudrais dire que ça concerne aussi les auto-entrepreneurs. Comme je sais qu'on en a, ne croyez pas que parce que vous n'avez pas de TVA à payer, parce que vous êtes en dessous du seuil, que vous n'êtes pas concerné. Ça vous concerne aussi pour la réception. Donc, il faut être prêt pour le 1er septembre. Et bien, comment faire? Déjà, ces webinaires, ces informations que nous tenons, vous rapprocher de votre expert comptable, et je tends la perche à Nicolas, bien évidemment, parce que nous, on est armés, on sait les plateformes, vérifier ses propres logiciels de facturation, etc. Et puis, surtout, vous y intéresser. Voilà, l'objet de ce webinaire, je crois que déjà, c'est vous donner les premiers outils pour passer à la facturation électronique. Merci beaucoup. Alors, je donne la parole maintenant au représentant de la Banque populaire Méditerranée. Donc, vous allez peut-être nous dire quels sont finalement les impacts de la facturation électronique sur la gestion des flux financiers et peut-être la trésorerie des TPE-PME. Quel est votre point de vue là-dessus?
Alors, à l'heure où on parle, on ne pourra faire que des suppositions, bien sûr, puisqu'on n'a pas encore adopté le dispositif réglementaire. On peut imaginer que globalement, les entreprises vont réduire leurs coûts opérationnels en adoptant des solutions qui vont leur permettre d'automatiser, d'avoir une efficience opérationnelle qui leur font gagner du temps dans leur quotidien. Ensuite, on peut imaginer que la facturation électronique permettra de traiter plus rapidement les factures, d'apporter un réel gain dans la gestion automatisée de la facture et, in fine, dans le règlement. On l'espère en tout cas. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup d'entreprises, naturellement, ce qui aura bien sûr pour impact immédiat la trésorerie des entreprises. Donc, ça sera plutôt positif de manière générale, d'autant plus que beaucoup de plateformes agréées, on l'a dit tout à l'heure, proposent en outils optionnels des outils comptables et financiers qui permettent justement d'avoir une visibilité sur leur trésorerie, une visibilité quasiment quotidienne, de pouvoir anticiper des tensions de trésorerie. Et bien sûr, anticiper des tensions de trésorerie, ça veut dire être en capacité de communiquer avec son partenaire bancaire pour trouver des solutions immédiates. Donc, on considère que, a priori, les impacts seront plutôt positifs. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour avoir balayé ce premier angle. Je vous propose de passer à un deuxième angle d'attaque, à savoir finalement comment on passe à l'action. Passer à l'action, quels sont les outils, les étapes et l'organisation. Ici, l'objectif, c'est vraiment de vous donner des clés concrètes et de vous rassurer, autant que faire se peut, sur ce passage à cette nouvelle étape pour les entreprises. Alors, première question pour Corinne. Par où commencer concrètement quand on est une TPE-PME qui n'a rien mis en place aujourd'hui, à date, en fin avril 2026, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, déjà, je le répète parce que c'est important, à mon avis, on a tous un expert comptable quand on est une TPE-PME. Les auto-entrepreneurs, c'est un peu différent, mais a priori, aujourd'hui, on est sensibilisé, et là je parle à la casquette expert comptable, à dire à nos clients, bien évidemment, et on le fait depuis plusieurs mois, attention, parce que bon, ça a été reporté, je le répète aussi, quelque chose qu'on a tous compris, c'était une réforme qu'on avait déjà anticipée il y a quelque temps et qui n'a pas eu lieu. Bon. Mais là, cette fois-ci, on sait qu'on est dans le concret, on est dans le dur. Donc, première, moi, je répète quand même, rapprochez-vous de vos experts. Mais au-delà de ça, vérifiez vos logiciels de facturation, parce que certains ont peut-être un logiciel qui permet aujourd'hui, parce qu'il est conçu et adapté aux plateformes qui permettront de faire le dépôt des factures. Si ce n'est pas le cas, si aujourd'hui vous faites tous, certains d'entre vous présents là, faites encore vos factures sur Excel ou Word, dites-vous, c'est fini, vous ne pouvez plus. Ce qui a été toléré pendant quelque temps n'est plus possible, donc anticipez ça. Voyez donc soit avec votre expert comptable, soit parfois avec le métier que vous exercez, vous avez aussi des logiciels de facturation. Mais bon, j'avoue que en général, on va essayer de trouver des logiciels qui sont aussi compatibles avec, par la suite, pour ceux qui ont une saisie qui est traitée par leur expert comptable, l'idéal, c'est pour ça qu'il faut se rapprocher et je prêche pas que pour ma paroisse, mais c'est pratique, c'est ce que je dis, c'est que forcément la saisie sera beaucoup plus simple si on peut avoir un logiciel qui correspond à celui de l'expert comptable ou qui est compatible. Parce que bien évidemment, il faut. Donc voilà, il y a ça. Après, ne vous engagez pas trop vite. Alors ça, c'est autant il faut le faire, je suis d'accord, mais consultez, regardez, parce que même si je crois que les coûts ne sont pas certains et pas connus, identifiez bien quand même. Ce n'est pas les mêmes coûts partout, donc faites un petit peu des devis complémentaires, faites de la vérification, mais bon, je pense que le plus simple, c'est de se faire accompagner. Donc, vous avez des formations pour ça et vous avez votre expert comptable. Voilà, je dirais ça de façon concrète. Merci beaucoup. Et la CPME aussi. Je répète, parce que n'hésitez pas tout à l'heure, tous ceux qui ont besoin d'avoir des précisions derrière, entre la commission juridique qu'anime Anne-Charlotte et Catherine, entre autres, et les experts qui sont chez nous, des personnes qui sont bénévoles, mais qui sont dans beaucoup de métiers, on aura toujours une solution pour vous accompagner du mieux possible. Merci Corinne. Peut-être, Nicolas Ferrand, vous pourriez préciser finalement, nous expliquer le rôle des plateformes et comment finalement une entreprise doit choisir sa solution. Bon, alors, deuxième question, Corinne a déjà répondu, mais je vais remettre une couche comme ça, au moins ils seront sûrs de ce qu'on dit. Alors, les plateformes agréées, déjà, il faut savoir que c'est des plateformes qui sont privées et qui sont immatriculées par l'État, par la Direction générale des finances publiques. Qu'est-ce que c'est leur rôle?
mais leurs rôles, elles vont permettre d'émettre les factures, quand ça sera obligatoire, de les recevoir, de recevoir les factures des fournisseurs. Elles vont permettre aussi de suivre le cycle de vie de la facture, c'est-à-dire qu'elle a été émise, elle a été bien reçue, elle a été acceptée ou rejetée, parce que ça peut arriver aussi, et également elle a été payée. Et enfin, eh bien, je l'ai dit, c'est agréé par l'État, donc forcément l'État et la DGFiP, ils ont un lien aussi avec ces plateformes agréées, donc forcément ces plateformes agréées, elles vont transmettre en fait automatiquement toutes les données du cycle de vie de la facture à l'administration fiscale. Ça, c'est pour le rôle. Et après, alors, comment je choisis ces solutions? Déjà, la première des choses, c'est que si vous êtes démarché par un éditeur logiciel ou par une plateforme agréée, déjà, allez vérifier sur l'annuaire que la plateforme, elle est bel et bien immatriculée à aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui sont encore en cours d'immatriculation, qui sont encore en cours de validation, et il se peut qu'elle ne soit pas validée le 1er septembre 2026 quand ça sera obligatoire. Donc déjà, allez vérifier ça. Après, la deuxième chose, et Corinne l'a dit, c'est s'appuyer déjà sur les outils que vous avez déjà en place dans votre activité professionnelle. Un logiciel de facturation, un logiciel métier, parce qu'il y en a qui ont des logiciels métiers spécifiques, ou tout simplement un outil comptable intégré, parce qu'il y en a qui font leur comptabilité tout seul, et donc il se peut que l'éditeur logiciel ait déjà proposé quelque chose. Et après, la troisième chose, c'est choisir un niveau de service adapté. Alors, parce que toutes les plateformes agréées ne vont pas proposer les mêmes services. Il y en a qui vont proposer des services plutôt light, d'autres beaucoup plus évolués, notamment les banques, parce que les banques vont proposer des services de paiement et plein de choses, la facturage, etc. Et donc, il faut choisir. Il y a la simplicité d'utilisation, parce que Corinne l'a dit aussi, il va y avoir un phénomène où c'est une vraie révolution en interne administrative pour nous, mais pour les entrepreneurs. Et donc, il va falloir s'adapter. Et donc, il y a un moment d'apprentissage. Donc, on a vu déjà quelque chose de simple, c'est plutôt pas mal parce que ça va changer le quotidien aussi les chefs d'entreprise. Et l'automatisation des tâches, tout simplement. Merci beaucoup. Peut-être il serait intéressant aujourd'hui de préciser quel changement finalement, Corinne, cela implique dans l'organisation quotidienne d'une entreprise. C'est quand même pour beaucoup, puisqu'on s'adresse, nous, aux TPE-PME, surtout un grand changement, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la majorité ont quand même des logiciels de facturation. Ça, c'est, je pense, qu'une grande majorité, mais plus ou moins simple. Et effectivement, l'envoi se fait par mail, peut-être pas la poste de moins en moins, mais malgré tout, ça continue à arriver. Moi, je vois beaucoup de clients qui reçoivent des factures encore par la poste, etc. Mais du coup, ça va être, en fait, on va dorénavant, on ne va plus échanger du papier, on va échanger des flux, comme tu l'as rappelé tout à l'heure d'ailleurs. Et c'est en ça que c'est un grand changement. C'est se dire qu'effectivement, le Word, Excel, j'en ai parlé tout à l'heure, on arrête, c'est les plateformes. Donc, c'est un état d'esprit, c'est un nouvel outil, et je pense qu'on va y arriver, mais ça va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un certain temps. Mais par contre, je pense que dans un premier temps, ça va paraître rigide, voilà, forcément, parce qu'il y a un formalisme, on l'a dit tout à l'heure, certaines factures risquent d'être rejetées, etc., etc. Donc ça va changer parce qu'on n'a pas l'habitude aujourd'hui quand on envoie une facture. Alors, si elle n'a pas les bonnes, comment on appelle ça, les bonnes. Les informations obligatoires. Voilà, tout ce qui est obligatoire au niveau des formules. Bon, ça passe, personne va vous dire, là, il va y avoir effectivement des rejets, comme nous, quand on fait des envois EDI, etc. Donc là, ça va être effectivement quelque chose de perturbant, à mon avis. Donc oui, ça va avoir un changement parce que il va falloir s'habituer à comprendre ce qu'on attend et pourquoi, par exemple, une facture est refusée. Je pense que l'apprentissage sera assez vite. Donc, la comptabilité va changer aussi. Alors, moi, je vois du pour et du contre. Je pense qu'au début, ça peut paraître effectivement encore contraignant, mais à la fin, on va tous y gagner en clarté, surtout. Alors, je dis ça aussi, je fais un petit message. J'en profite, on est à SCPM 13, je peux parler. Donc, et c'est en faveur des experts comptables. Il ne faut pas croire que ça va vous dispenser, par exemple, d'avoir votre expert comptable. On entend souvent ça. Je voudrais quand même faire passer un message qui dit l'inverse, que certaines choses vont être améliorées, qu'il y aura peut-être moins du coup d'erreurs dans les saisies avec les réceptions des... Oui, mais derrière, il y a quand même encore qui va continuer à être fait, et du conseil, bien évidemment. Au niveau de la relation client-fournisseur, ça va changer aussi, parce que jusqu'à présent, on avait l'habitude d'envoyer directement client-fournisseur. Là, ça sera via la plateforme, donc c'est un changement important aussi. Ça ne va pas empêcher les relations client-fournisseur, moi j'espère, ce n'est pas le sujet, mais quelque part au niveau, par contre, des envois de documents,
Alors, c'est là où je suis un peu plus sceptique, mais peut-être autour de la table, on aura des réponses à me donner. On me dit que ça améliorera aussi les délais de paiement. Bon, ça, je ne suis pas très certaine, mais c'est ce qui se dit aussi, que ça pourrait améliorer le délai de paiement. Bon, je demande à voir. Voilà, moi je dis que ça va être une simplification peut-être plus ou moins rapide à mettre en place, mais que malgré tout, ça va permettre des échanges plus fluides, comment dire, plus fiables. Après, on nous dit même que peut-être la TVA, dans un futur que je ne sais pas du tout situé dans le temps, mais pourrait être calculée directement par l'administration en vue des paiements qui sont faits à travers les plateformes et les encaissements. Bon, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à venir. C'est un état d'esprit aussi au départ. C'est pour ça que c'est bien que vous soyez tous là, présents. Il va falloir effectivement que vous soyez au fait de ce que ça va changer. Voilà. Merci beaucoup. Catherine, peut-être sur le point de vigilance, les points de vigilance contractuels ou opérationnels qu'il faudrait anticiper. Lesquels faudrait-il anticiper d'après toi? Bon, moi j'ai relevé 2 points de vigilance majeurs dans le cadre de cette réforme de facturation électronique et surtout dans le cadre de ma pratique avec des TPE, PME. C'est que d'abord, il faut vraiment, pour ceux qui le font pas, ou il faut revoir tous les contrats, c'est-à-dire il faut en quelque sorte blinder tous les contrats que vous avez avec vos fournisseurs, avec vos clients. Parce que dans le cycle d'une vie d'une facture électronique, en fait, le client, il a quand même, je dirais, moi je l'appelle comme ça, une certaine force. C'est-à-dire, il est capable de prendre en charge la facture, il est capable de refuser votre facture, il est capable de la suspendre, il est capable de l'approuver partiellement, il est capable de marquer paiement transmis. Ça, c'est ce qu'on aimerait tous avoir, en fait. C'est pour ça qu'il faut que le contrat établi entre vous et votre fournisseur, votre client, votre prestataire, peu importe, soit vraiment bien cadré, que votre mission soit bien précisée, que la facture soit établie en exécution du contrat que vous avez conclu avec l'autre partie. Sinon, le client, vous allez être confronté à une facture refusée, en fait, à une facture rejetée de la part du client. Et dans ce cas, ça va vous obliger à refaire la facture à nouveau, à lui attribuer un nouveau numéro et à créer un nouveau cycle pour cette nouvelle facture. Ça, c'est très important. C'est un point de vigilance d'un point de vue contractuel. C'est-à-dire vos contrats, il faut vraiment qu'ils soient cadrés. Ne vous contentez pas uniquement d'un devis signé avec 2 mentions. Oui, ma mission va… En tout cas, moi, ça, c'est mon conseil, en fait. Après, un point de vigilance, on va dire opérationnel, ça va être tout ce qui concerne la protection de données. Et ça, c'est un élément très, très important en matière de facturation électronique, parce qu'aujourd'hui, dans la facture électronique, il y a un certain nombre de mentions obligatoires nouvelles qui vont se rajouter aux mentions obligatoires, on va dire, classiques. Et du coup, là, il faut être vigilant par rapport à ce que vous mettez dans vos factures, dans ce que vous faites avec le client comme mission, comme prestation. Et ça, c'est très important. C'est pour ça, dans le choix de vos plateformes, il faudra vraiment lire ce que fait exactement la plateforme et on va dire, les prérogatives de cette plateforme. Et notamment, si vous traitez de données sensibles, je pense notamment à toutes les entreprises qui sont dans le domaine de l'informatique et tout, il faudra que la plateforme choisisse que, par exemple, dans votre relation avec la plateforme, il faudra que cette plateforme protège les données de vos clients. Donc, ça, c'est un point très, très important à prendre en considération. Sinon, après, vous allez être confronté à une violation, en fait, de la législation en matière de données personnelles. Et ça, je pense que c'est un point que… Avant, c'est vrai que, bien sûr, bien évidemment, la protection des données personnelles, c'est un élément qui intéresse tous les chefs d'entreprise. Mais là, je pense que c'est un élément qui devrait vous intéresser davantage, parce qu'il y a des données qui concernent vos clients qui vont circuler à travers la plateforme, et de la plateforme, bien évidemment, dont l'administration va prendre connaissance, en fait. Merci beaucoup.
C'est un peu stressant, hein, ça. J'essaie d'intervenir parce que quand on nous entend, quoi, c'est pour ça. Et là, toujours pareil, hein, moi je dis que sachez qu'on peut être accompagné pour ça, parce que certains n'auront pas le réflexe ou ne sauront pas comment il faudra. Il faut bien évidemment, l'accompagnement, c'est quelque chose de très important, notamment la première période, c'est-à-dire les quelques premiers mois, que ce soit par votre expert comptable ou par votre avocat, notamment par rapport au cadre juridique contractuel, parce que, comme l'a dit Corinne, on a tous envie d'être payés et dans des délais assez courts. Et vu que le client final, il a cette possibilité de ne pas vous régler parce qu'il a vu dans la facturation une mention qui ne lui va pas, ou une mention supplémentaire ou une mention qui ne figure pas dans le contrat que vous avez conclu avec lui. C'est pour ça qu'il est aussi intéressant d'échanger à l'avance avec votre client, de l'informer que je vais établir la facture telle, et pour que vous ne faites pas le boulot en fait 2 fois, parce que ça va être aussi, imaginez aussi le temps passé à émettre la facture 2, 3, 4 fois pour la même prestation. Ça aussi, c'est une perte de temps énorme pour un chef d'entreprise, et je pense qu'on n'a pas que ça à faire. Parfait. Merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'effectivement, la question aussi se pose sur les bonnes pratiques financières. Donc, d'après vous, quelles sont les bonnes pratiques financières qui sont recommandées aux entreprises pour finalement intégrer efficacement la facture électronique dans ce qui va être suivi bancaire et comptable de pair? Alors, c'est, on va dire, un conseil d'usage qui est plutôt donné à nos clients, hein. Je parle bien sûr de notre quotidien chez Banque Populaire Méditerranée. On recommande à nos clients finalement de capitaliser sur cette contrainte pour adopter une nouvelle organisation qui leur permettra de gagner du temps dans leur quotidien, bien sûr en étant, comme vous l'avez dit Corinne et Nicolas, très précis sur le choix de la plateforme donc agréée qu'ils vont choisir. Donc il faut aujourd'hui choisir une plateforme agréée qui permettra de connecter les systèmes et non pas de les juxtaposer, pour pas que ce soit un outil supplémentaire, pour que ce soit un outil d'aide au quotidien. Et donc c'est la raison pour laquelle on conseille nos clients donc professionnels, hein, nos dirigeants d'entreprise, de choisir des plateformes agréées qui proposent à minima bien sûr un outil de gestion et pilotage de la trésorerie, hein, qui permettent d'avoir une visibilité au jour le jour de la trésorerie et d'anticiper des situations comme on l'a dit précédemment, d'avoir un outil qui soit simple et intuitif, hein, qui permette d'émettre des factures, un outil qui permette de collecter de façon automatique les factures sans avoir à aller les chercher dans divers univers, une boîte mail, un compte fournisseur client, etc. Un outil qui permet d'accélérer le cycle de traitement de la facture, et enfin, bien sûr, un outil qui permet de donner donc accès à son expert comptable à l'ensemble des éléments pour que l'expert comptable puisse produire dans les délais impartis, bien sûr, le bilan comptable. L'autre conseil que l'on peut donner aussi, c'est bien sûr, on est sur un territoire qui est fortement exposé à la saisonnalité, c'est de s'y mettre le plus tôt possible, hein. N'attendez pas d'être sous contrainte de temps ou sous une pression liée donc à la saison, bien sûr. Choisissez le plus tôt possible cette plateforme agréée pour pouvoir commencer le plus tôt possible la facturation électronique. Merci beaucoup. On va attaquer maintenant ce dernier angle, le troisième de notre webinaire. Donc, l'objectif maintenant, c'est de parler de sécurisation. On va sécuriser sa mise en conformité. Et puis, c'est aussi de s'en saisir pour le transformer en levier de performance. L'objectif, c'est de finalement se dire que cette contrainte, dont on a beaucoup parlé, c'est peut-être l'occasion de la transformer en opportunité. Et donc, on va échanger sur cette transformation en opportunité. Alors, pour commencer, je voudrais vous demander, Nicolas, quels sont finalement les principaux risques ou erreurs que vous observez aujourd'hui sur les entreprises qui n'anticipent pas les contraintes légales, finalement, au sens large? Alors, la première qu'on rencontre, c'est j'ai le temps. J'ai le temps et de penser qu'en fait, on a jusqu'en 2027. En fait, non, on n'a pas le temps, c'est pas 2027, c'est le 1er septembre 2026. Et moi, j'ai une maxime qui est d'un mal, il faut toujours en tirer un bien. Donc, on a une contrainte, hein, encore une contrainte fiscale, ça nous oblige à revoir, en fait, de manière contrainte, le cycle de vie et le cheminement de la facture, qui est plus qu'on n'envoie plus par mail, machin. Il faut le voir comme quelque chose, comme un nouvel outil de gestion qui est mis à notre disposition, et c'est pour ça que on vous dit que c'est aussi important de bien choisir sa plateforme agréée par rapport
à son activité et par rapport aussi à, comment on dit, son importance à la gestion financière et à toutes ces choses-là, parce qu'il y en a qui vont vous aider plus que d'autres. La deuxième, ben, forcément, c'est si j'ai le temps, ben, ça va avec, hein, c'est son pendant, ben, je vais choisir dans l'urgence. Voilà. Ça, c'est la deuxième. Bon, ben, j'ai le temps. On est au mois d'août, on est le 25 août. Je suis sur la plage, je suis en train de regarder, je me dis merde, le 1er septembre, il faut que je choisisse, qu'est-ce que je fais? Forcément, personne ne me répond parce que ben, le 25 août, tout le monde est en vacances comme moi. Qu'est-ce que je fais? Là, bon, ben, allez, ben, j'ai mon logiciel de facturation qui m'en propose une. Allez, ben, j'y vais, je pense. Bon. Alors, ben, c'est comme un QCM. Hein. Quand on a un QCM et qu'il y a qui a deux réponses, ben, forcément, il y en a une qui est bonne et l'autre qui est fausse, mais il y a 50% de chances de se vautrer quand même. Hein. Donc, il faut éviter de choisir dans l'urgence et réfléchir. Et donc, ben, c'est ce qu'on dit hein, depuis tout à l'heure, depuis le début du webinaire, c'est réfléchir aussi à son organisation en fait après. On va aller voir qu'est-ce que c'est qui est le mieux adapté sur la façon qu'on a de travailler. Alors forcément, ben, les besoins ne sont pas les mêmes quand on fait encore sa facture sur Excel que quand on a déjà adopté un logiciel de facturation un petit peu évolué avec des solutions de paiement intégrées. Et puis, ben, on a commencé par ça. Ben, la troisième erreur, c'est d'aborder cette réforme en fait uniquement comme une contrainte en fait et de se dire ça va encore m'obliger, c'est la lourdeur administrative, ça va me coûter de l'argent. Au final, j'en ressors pas gagnant, etc. Non, justement, on va pouvoir ressortir gagnant. Alors, oui, je suis comme Corinne, je ne sais pas si ça va améliorer les délais de règlement. C'est le message qu'on fait passer, on le voit partout. Mais bon. Ouais, alors, je suis pas. Ouais, alors, oui, si on va à la banque et qu'on prend la facturage, ouais. Ça, oui, pas de problème. 100% d'accord. Par contre, effectivement, et tu le disais tout à l'heure aussi, c'est le côté de le volet juridique. Le volet juridique, ben, il va falloir bien s'astreindre à faire un devis, à faire valider un devis, et après émettre une facture. Comme ça, au moins d'un point de vue juridique, mais je parle sous ton contrôle, ben, si la facture correspond au devis, c'est compliqué de contester la facture et de ne pas se faire payer. Et si c'est le cas, eh ben, on a toutes les pièces pour aller en justice et se faire payer. Donc c'est ça aussi. Donc ça aussi, c'est pareil. D'un mal, il faut avoir un bien. Il faut se contraindre, se mettre en règle avec la loi, être droit, et justement pour que les activités et l'économie aillent bon train. Merci beaucoup. Corinne, quelles finalement seront les conséquences concrètes pour les TPE et PME et qu'est-ce qu'elles peuvent tirer de cette réforme? Je rejoins Nicolas sur tout ce qui a été dit, bien évidemment, et c'est vrai que dans un premier temps, et je le répète parce que c'est comme ça que c'est perçu, mais c'est comme ça que ça va être. Hein. C'est quand même une charge pour les entreprises au niveau concret, et peut-être même un coût, parce que pour beaucoup, elles n'ont pas les outils qu'il faut. Donc, pas minimiser quelque part, que ça va être un peu compliqué au début. Mais justement, il faudra trouver le bon outil à ce moment-là, la bonne plateforme, et c'est l'occasion de faire un audit en quelque sorte. Alors, je dis un mot un peu pour certaines TPE, parce que c'est pas un audit financier extérieur, etc. Mais c'est vous-même vous poser, vous dire bon, finalement, qu'est-ce que je dois faire, etc. Ça peut être du coup, le fait de revoir les process internes, ça va être peut-être du coup, et cette fois-ci, on va gagner en productivité, on va améliorer je suis d'accord avec Nicolas, finalement, c'est comme si l'obligation n'a pas le choix, mais en faisant en sorte que ce soit une opportunité de revoir ces process internes, d'acquérir peut-être une compétence numérique un peu plus approfondie aussi. Aujourd'hui, du coup, les dirigeants, mais jusqu'à présent, peut-être que les facturations, ce n'était pas eux qui les regardaient. Là, ça va peut-être être l'occasion pour eux de suivre les factures, les paiements, puisqu'on aura aussi, grâce aux plateformes et grâce à ces outils, une meilleure visibilité de la trésorerie. Je rejoins tout à fait. Donc, je pense qu'à court terme, c'est une conséquence de contraintes, mais nécessaire pour aboutir à moyen terme à une amélioration globale. Et je ne parle pas financier là, je ne parle pas au circuit. Par contre, me poser quand même la question, parce qu'il faudra tout donner des éléments concrets. On choisit dans l'urgence, et je ne l'espère pas, hein, une plateforme en juillet-août. On fait une erreur, parce qu'on s'aperçoit en l'utilisant que malheureusement on a fait une erreur. Je crois qu'on est engagé sur une année, non? Ou je dis une bêtise là? On est engagé sur une année. Donc je le répète, parce que c'est une information que peut-être certains n'ont pas. Quand vous allez prendre un abonnement à une plateforme, attention, c'est ça qu'il faut bien faire le choix, vous vous engagez pendant 1 an. Sachez-le, ce sera compliqué de se désengager. Voilà, moi je et il est aussi possible de choisir, mais après ça,
mon conseil perso, je vous le déconseille. Il est possible de choisir une plateforme agréée pour la réception, vu que là, en 2026, TPE-PME, on est censé recevoir la facture électronique. Et un an plus tard, c'est-à-dire vous la testez, elle ne vous voit pas, vous pensez qu'elle ne répond pas aux besoins de l'entreprise, ce n'est pas grave. Au 1er septembre 2027, vous avez la possibilité pour émettre vos factures électroniques d'en choisir une autre. Il n'y a pas de problème. Attention, ça c'est au contraire, ça c'est tout à fait possible. Par contre, à partir du 1er septembre 2026, pour le e-invoicing et le e-reporting, étant donné que certaines entreprises peuvent être soumises aux deux obligations, vous avez aussi la possibilité de choisir deux plateformes différentes, mais à mon sens, quel intérêt? Vous n'avez aucun intérêt à choisir deux plateformes Tu peux différentes. préciser e-invoicing et e-reporting, ce que c'est réellement. En fait, le e-reporting, c'est lorsque vous êtes dans le cadre de relations d'affaires avec un particulier qui, lui, n'est pas assujetti à la TVA. C'est la relation qu'on appelle le B2C. Dans ce cas, vous avez uniquement l'obligation de transmettre à l'administration fiscale certaines informations relatives à la transaction que vous avez effectuée avec le client, c'est-à-dire la nature de l'opération, le montant de la facture, le montant de la TVA. C'est tout. Par contre, pour le e-invoicing, c'est vraiment l'obligation qui pèse sur vous. Lorsque vous effectuez une opération avec une entreprise établie en France assujettie à la TVA concernant soit la vente de biens ou prestation de services, dans ce cas, vous devez, c'est typiquement le flux, on va dire, d'informations, c'est-à-dire la facture électronique qu'il faut carrément transmettre via la plateforme et qui va avoir un cycle de vie, c'est-à-dire votre facture électronique, elle doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires classiques et les nouvelles. Et après, elle va avoir un cycle de vie. Elle va arriver chez votre client qui lui aussi est doté d'une plateforme, il est équipé d'une plateforme agréée par l'administration fiscale et qui pourra éventuellement l'accepter, la contester, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. Alors, le petit aparté. Pour terminer, effectivement, ça rentre dans la suite logique. D'un point de vue juridique, au final, quels vont être finalement les avantages qu'on pourrait voir pour les entreprises à adopter cette facturation électronique dont ils n'ont pas le choix, on est bien d'accord, mais quels seraient les avantages juridiques? Moi, à mon sens, je dirais que là, c'est vrai, comme l'a dit Corinne, Nicolas l'a répété également, c'est que aujourd'hui, on voit la facturation électronique comme étant une contrainte. Et c'est vrai. Moi, dans mes clients, je vois qu'ils s'affolent, mais on ne sait pas comment faire. Ils sont toujours en mode un peu avec la facturation classique PDF. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est une réforme révolutionnaire et il faudra s'adapter. Et elle est très importante parce qu'elle va vous permettre en fait de revoir un peu vos process internes liés à votre boîte. Je parle en tant qu'avocate, ça va vous permettre d'abord de sécuriser vos relations avec les différents prestataires, clients et fournisseurs. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, imaginons la relation contractuelle que vous établissez, que vous avez l'habitude de faire avec votre client, elle n'est pas très cadrée, là, vous êtes dans l'obligation de la cadrer. Et ça va être très facile. Une fois que vous le faites pour un client, ça va être automatique et vous allez pouvoir le faire pour les autres clients. Peut-être vous allez penser que oui, c'est une perte de temps, oui, au début, mais après, ça va être tellement automatisé que ça va vous permettre aussi de vous consacrer au développement de votre clientèle, au développement de votre chiffre d'affaires. Et du coup, vous n'allez plus passer du temps, on va dire, sur des tâches chronophages telles que l'établissement de factures manuelles. Et aussi, ça va vous obliger à être conforme parce qu'aujourd'hui, vous êtes obligé, on va dire, vos factures, entre guillemets, électroniques devraient être conformes avec ce que reçoit le client. C'est-à-dire, imaginons dans le cadre d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale constate qu'il y a des incohérences entre ce que vous émettez et ce que le client reçoit pour X raison, ça va vous pénaliser. C'est pour ça, sécuriser vos relations contractuelles, être en conformité, ça c'est très important. Vous allez gagner du temps. Au début, peut-être vous n'allez pas le voir, mais sur le long terme, voire moyen terme, vous allez gagner du temps. Et surtout, moi, je dirais que vous allez réduire, il y aura une réduction des coûts
et des délais de traitement. Parce que, n'empêche, la facturation classique, ça prend du temps. C'est un temps que le chef d'entreprise ou un salarié dans la boîte consacre à cette tâche. Et avec tous ces, que ce soit le logiciel de facturation et les plateformes, je pense qu'il y aura un gain de temps à ne pas négliger. Donc, aujourd'hui, on voit tout ça comme étant une contrainte, mais je pense que, comme l'a rappelé Corinne, l'Italie, ils l'ont adopté il y a un certain nombre d'années et ça marche super bien. Toutes les entreprises maintenant sont rodées et je pense que ça va être aussi le cas pour nous. Il nous faudra juste un peu de temps, mais ça va être très bien. Et sachez que sur le site impôts.gouv.fr, vous trouvez des numéros, des adresses mail au cas où vous avez des problèmes et qu'on peut solliciter. On peut solliciter aujourd'hui facilement l'administration fiscale pour s'interroger même sur des plateformes et tout. Et sachez aussi que vous avez la possibilité de voir avec les plateformes, notamment, j'insiste là-dessus, selon vos besoins. Choisissez la plateforme adaptée parce que là, on s'engage pour 1 an. En tout cas, je parle des TPE-PME. Oui, merci beaucoup. Alors, dernière question pour vous, Eric, sur la partie effectivement mise en conformité dont on a parlé. Est-ce que ça peut aider les entreprises à sécuriser ces flux financiers et améliorer finalement aussi la relation avec les fournisseurs? Complètement. Enfin, je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit. Effectivement, il y a le cadre juridique et il y a le dénominateur commun, c'est le choix de la plateforme agréée, naturellement. Donc, certaines plateformes agréées proposent la possibilité d'avoir, en plus de l'émission de la facture, du lien de paiement qui peut être indexé sur la facture directement. Donc, le créancier, lorsqu'il va rédiger sa facture, il va l'envoyer donc à son client, il va indexer un lien de paiement. Donc, ce lien de paiement, c'est un lien de paiement qui est 100% sécurisé. Il n'aura pas besoin d'émettre un IBAN, de transmettre un IBAN avec le risque que ça comporte, naturellement. Le montant sera déjà cadré, ce qui veut dire que le débiteur, lorsqu'il va recevoir la facture, n'aura plus qu'à cliquer sur le lien, il sera routé vers sa banque à distance et il pourra régler en toute sécurité la facture qui lui est présentée. Donc, naturellement, alors, bien sûr, le client qui n'a pas l'intention de payer pour une raison ou une autre, ça n'en l'empêchera pas, naturellement. En revanche, le client qui est plutôt laxiste et qui attend d'émettre un chèque ou d'émettre un virement, de recevoir l'IBAN, de paramétrer son IBAN sécurisé dans sa banque à distance, etc., ça permettra d'accélérer les règlements et de sécuriser les prix, effectivement. Petite question qui me vient à l'esprit, là. Et ceux qui sont en prélèvement, les clients qui sont déjà en prélèvement, ça va changer, j'imagine. Ça, j'avoue que ça se pose la question. Ça ne changera rien. Pour assurer aussi, voilà. Ça ne changera absolument rien. Et ça, c'est un service qui est existant aujourd'hui, qui était existant précédemment et qui vient s'ajouter et compléter un petit peu ce dispositif pour effectivement sécuriser les échanges entre les professionnels. Très bien. On a des questions. Oui, tout à fait. Merci à tous déjà pour ces éléments qui nous permettent. On a quelques questions qui m'ont été transmises, donc je vais essayer de m'en faire un petit peu la voix. Alors, il y en a pas mal quand même, donc on va essayer d'être synthétique. D'abord, la première question, c'était effectivement, alors peut-être certaines sont arrivées un peu tôt, donc peut-être qu'on y a déjà répondu. On va essayer d'être le plus synthétique possible. Comment faire pour que la génération et la transmission des factures soient gratuites et pour les associations loi 1901? Alors. Transmettre, pas besoin, peut-être, si elles sont non fiscalisées. On est bien d'accord. Par contre, pour recevoir, elles ont l'obligation. Elles ont une obligation. Donc, en fait, en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que la réception est gratuite. Il n'y a plus, comme on appelait ça, la PDP. Là. Donc, maintenant, c'est des plateformes privées. Agréées. Personne, à ma connaissance, le mot gratuit dans les plateformes privées. Alors, il y a plus ou moins cher. On n'a pas les tarifs. C'est ça qui est embêtant. On ne peut pas trop vous donner. Cependant, je vais parler de ce que je connais. L'offre de la banque jusqu'à 20 documents reçus ou émis, c'est gratuit. À l'année ou au mois? Par mois. Ouais, au mois. Donc, oui, après chacun. Effectivement, je pense que pour les petites entreprises, effectivement, il y aura sans doute effectivement les possibilités de ne pas avoir à payer si le volume est faible. Et donc, les associations ne seront concernées que par la réception privée. Et donc, les associations, en tout cas, ça devrait rentrer dans ce cas de figure avec l'offre gratuite.
Merci. Alors, autre question, que faire en effet quand on ne dispose d'aucun outil comptable ou logiciel? Je pense qu'on y a répondu quand même grandement. Il faut s'y mettre. Il faudra le choisir assez rapidement. Il faut se doter d'un outil de Je facturation. crois que là, il n'y a plus le choix. On ne peut plus travailler sans outils. Ouais. La réponse est assez claire et là, l'État nous enjoint finalement de nous équiper. C'est fini de facturer la main. Vous dites que l'on n'enverra plus directement aux clients les factures, mais aux plateformes de nos clients. Est-ce bien correct? Si oui, cela veut dire qu'il faudra connaître les plateformes de chaque client. Non. Non, Je non. peux expliquer, je préfère que tu expliques. Non, non. C'est une Non, en fait, plateforme, là, non. il doit y avoir votre plateforme, elle va se charger de collecter les factures de fournisseurs, collecter aussi vos factures clients, de les transmettre d'abord à Bercy, après ça va redescendre sur la plateforme du client. Et comment est-ce qu'elle va savoir où aller? Bien, il y a un numéro. Alors, ben, quand on est un être humain, ça s'appelle le numéro de sécurité sociale. Il y en a un par être humain. Et en France, il est unique. Et les entreprises, ben, ça s'appelle le numéro de SIRET. Et donc, le numéro de SIRET va faire partie des données qui sont obligatoires sur la facture, qui seront dans le document structuré XML, et donc qui partiront. Et donc, grâce à ce numéro de SIRET, la facture ira directement chez votre client sur sa plateforme. Merci beaucoup. Je fais un parallèle parce que je suis désolée, mais pour certains, ça parlera mieux. C'est exactement pareil quand vous faites les envois de transmission de DSN tous les mois. Ça va aux organismes de retraite, aux organismes URSSAF, ça va au bon endroit. Ça va aux impôts pour récupérer le prélèvement à la source. C'est transparent pour vous parce qu'aujourd'hui, on n'a plus l'habitude. Mais voilà, ça va être pareil. Nouvelle question, est-ce qu'on est obligé finalement de travailler avec la plateforme définie par l'expert comptable et donc de payer l'accès, ou on peut refuser la plateforme de l'expert comptable et choisir une autre? On va laisser l'avocat parler. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que aucun, ni votre expert comptable, ni même votre client fournisseur a la possibilité de vous obliger à adhérer à sa plateforme. Vous choisissez votre plateforme agréée. La facture, elle aura un cycle de vie, c'est-à-dire qui passera par votre plateforme agréée, après qui passera par l'administration fiscale, qui va le transmettre à la plateforme du client, peu importe la plateforme qu'il a choisie, du moment que c'est une plateforme agréée. Et après, votre client, il va la recevoir et il va la payer ou faire ce qu'il a envie de faire avec. Et à titre de précision, je rappelle aussi ce que tu avais dit tout à l'heure. C'est très important de choisir sa plateforme par rapport à ses contraintes. Donc, si on a des contraintes, notamment de données personnelles particulières avec un choix de plateforme dédié, ça peut ne pas être exactement la même que notre expert comptable. Donc, c'est moins facile. Mais il existe ce qu'on appelle des API qui permettent de connecter les plateformes. Donc, en fait, il ne faut pas s'en inquiéter de ça. Personne ne peut vous obliger. C'est vous qui choisissez. Je crois que tout le monde l'a bien dit, mais très important de bien le garder en tête. C'est votre choix par rapport à votre situation personnelle. Et la transmission, elle est immédiate. C'est d'une plateforme A à une plateforme B, normalement. En fait, la plateforme du client, elle va analyser aussi la facture et elle va, si elle estime que la facture, elle est compatible avec toutes les exigences, on va dire, légales et réglementaires, elle va la mettre de suite à disposition du client. C'est vraiment un cycle de vie assez facile. Si on arrive bien à le comprendre, il est assez facile. Ça ne posera pas de... Je crois qu'il y a encore... Oui, mais c'est pas Voilà. Le monsieur parlait de quelle plateforme représentant la gratuité dans la limite de 20 factures par mois? Alors, c'est la plateforme de la Banque Populaire Méditerranée, Pour les clients de la voilà, Banque Populaire. qui est d'ailleurs la même que les caisses d'épargne. D'accord. Si le client est un particulier, comment recevra-t-il la facture? Il faut juste mettre son mail sur la facture. Oui, ça ne changera rien. Oui, puisque la réforme de la facture électronique concerne uniquement les professionnels. Exactement. Et dans ce cas, comment l'expert comptable reçoit la facture émise ou reçue? C'est ce qu'on disait, c'est les API entre les différentes plateformes. Ça malheureusement, ça fait partie des choses qu'il faudra continuer à transmettre de manière physique. Sauf si vous avez effectivement un outil qui permet de connecter directement votre outil avec l'expert comptable. Et je pense que là, voilà, avec les logiciels de facturation. Les logiciels de facturation, mais c'est pas la plateforme. Ça, c'est plus la plateforme. En Ouais. fait. Ok, je pense qu'il n'y a plus de questions. Alors, je dirais par l'histoire des payants, et je vous remercie la Banque Populaire, bien sûr, mais il y en a quand même beaucoup de plateformes aujourd'hui qui vous disent quelques petits niveaux de facture. Niveau, oui. Enfin, voilà. Mais bon, après, il suffit de dépasser d'un, souvent on me dit on facture au premier euro. Enfin bon, renseignez-vous bien.
Après, c'est vrai qu'il y a des banques, et notamment la Banque Populaire, votre propre banque, regardez aussi. Vous voyez votre expert comptable, parce qu'il y a quand même aussi, bon, là, je sais que Catherine a raison de ne pas le dire, mais c'est parfois plus facile d'avoir le même que l'expert comptable, parce que ça fait gagner et du temps, et des coûts, et des résultats. Mais tout est envisageable, on n'a rien le droit, c'est du conseil que je sais même pas du conseil, c'est une information que je donne comme ça. Le conseil, le vrai bon conseil, c'est que effectivement la plateforme soit compatible avec les logiciels de comptabilité de l'expert comptable. Voilà. En fait, c'est finalement pour tirer les avantages et les bénéfices qu'on a vus en dernier, l'intérêt, ça serait aussi d'avoir cette compatibilité pour éviter les flux dans différents. Que ce soit au maximum interconnecté, au maximum fluidifié. Si ce n'est pas le cas, ça sera compliqué parce qu'on demandera à vous, sans doute, d'aller rechercher les factures, nous donner les accès. Il qu'on ait les accès pour les récupérer les flux de factures électroniques et les intégrer dans nos logiciels. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation à ce Time to Talk consacré donc à la facture électronique. Il y avait juste une question. Oui, toutes les plateformes agréées sont compatibles entre elles. Vous parlez des aspects comptables, non? Non, mais les plateformes agréées ne sont pas censées être toutes compatibles entre elles. Mais si elles sont agréées. Non, agréées, mais... Elles sont agréées, elles sont compatibles. Si elles sont agréées, elles reçoivent les... Ah non, mais elles ne sont pas interconnectées forcément. Non, parce que moi, je comprends les plateformes. Enfin, vous choisissez, en tant qu'entreprise, vous allez choisir une plateforme qui soit compatible avec votre logiciel de facturation. Mais vous ne vous intéressez absolument pas aux plateformes qu'ont vos clients, fournisseurs. Je n'ai pas compris la question comme ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on avait dit tout à l'heure, votre plateforme enverra bien évidemment l'information à la plateforme de votre client. Voilà. Car je le dis agréé, elles sont ne sont pas. Voilà, moi c'est comme ça. Je pense que c'est plutôt, je pense que c'est le côté de dire si j'ai une plateforme A, elle peut envoyer à n'importe quelle plateforme. Facilité entre moi et mon comptable. Ah non, vous n'êtes pas avec votre comptable, en fait. Votre comptable, vous pouvez lui transmettre les factures comme vous avez l'habitude de faire via votre logiciel de facturation. Vous n'avez pas besoin d'une plateforme qui vous lie à votre expert comptable. Après, sur les plateformes, on a la possibilité de récupérer le flux. Oui, c'est ça. Le flux de facture électronique, et ça, c'est intéressant parce que c'est un fichier informatique qui va être directement intégré. Et ce que disait Corinne au tout début de l'intervention, c'est que ça va permettre aussi d'éviter des erreurs d'imputation et des choses comme ça, où des fois, on se retrouve avec une facture qui est mal imputée parce que ça ne correspondait pas exactement à ce qu'on pensait. Merci à tous. Donc, grand merci d'abord à nos intervenants, donc Nicolas Ferrand du Proec PACA, Corinne Inesti de la CPME 13, Catherine Coubard, avocate et commission juridique de la CPME 13, Éric Jurini, donc de la BPMED. Merci Anne-Charlotte aussi d'avoir animé ce débat. Merci à vous, dirigeants et participants, pour vos questions. Donc, ça illustre quand même en 2 mots à quel point c'est central pour les entreprises et combien anticiper est important. Donc, on l'a vu aujourd'hui, c'est un levier de performance, il ne faut quand même pas l'oublier. Il y a des solutions concrètes qui existent pour anticiper, sécuriser et essayer de trouver des solutions le plus rapidement possible et efficaces pour votre entreprise. Et la CPME 13, bien sûr, reste à vos côtés pour vous accompagner dans cette démarche avec des conseils, des accompagnements, des outils, des temps d'échange, comme on vient de le faire aujourd'hui pour les TPE et PME. N'oublions pas de regarder aussi vers l'avenir, puisqu'il y a des célébrations de réussite locale qui sont prévues, donc les trophées des entrepreneurs positifs qui sont prévus le jeudi 4 juin au SMUC à Marseille pour la CPME 13. Donc n'hésitez pas à venir soutenir aussi les entreprises de notre région. Merci encore pour votre présence, les échanges et les engagements, et on espère vous retrouver donc très bientôt pour de prochains événements de la CPME 13. Merci à tous. Merci beaucoup.